J'ai l'honneur d'inviter sur Même pas peur une des personnes les plus inspirantes que j'ai rencontrées dans ma carrière, Delphine Rémy, fondatrice du podcast Nette Princesse, devenir guerrière, qui soutient les personnes atteintes de cancer. Delphine, on peut vraiment dire que tu es une entrepreneure dans l'âme. Tu as eu 1001 vies. Tu as quand même commencé dans le monde financier pour ensuite devenir interprète médical, mais aussi chef privé, traiteur durant 10 ans. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses à dire. Mais en tout cas, en 2019, ta vie, on peut dire qu'elle bascule quand on te diagnostique un cancer du sein hormonodépendant. Un mois plus tard, tu lances un blog, Cancer, je gère, et c'est là le début d'une toute nouvelle aventure entrepreneuriale qui naît finalement avec l'annonce de la maladie. Et puis en octobre, tu publies ton premier ouvrage du même nom. Delphine, merci beaucoup d'être là aujourd'hui avec moi. Est-ce que je peux te laisser te présenter un petit peu avec tes propres mots? J'ai commencé dans le monde financier. Je me suis rendu compte que c'était pas tout à fait pour moi. Pour la petite histoire, j'ai toujours voulu être dans le monde médical. Je voulais être médecin, mais voilà, je pense que mes convictions n'étaient pas assez fortes à ce moment-là, à 18 ans. Voilà, donc j'avais un avenir plutôt tracé autrement. Et c'est marrant quand même que quelque part je me retrouve dans le milieu médical. Donc voilà. Est-ce que c'est un regret? Voilà, je suis contente d'y être en tout cas. Peut-être pas par la manière dans laquelle avec laquelle je suis arrivée, mais voilà. En tout cas, j'étais dans le monde médical déjà avant le cancer parce que j'étais, comme tu disais, interprète médicale pour des séropositifs africains à Houston, au Texas. Donc j'étais là à leur rendez-vous. Et donc voilà, il y a eu plein de métiers différents, plein de vies différentes. Et c'est vrai que j'ai commencé dans le milieu financier, puis j'ai travaillé dans une imprimerie. Donc là, j'étais employée. Et puis tout de suite, on est parti aux États-Unis. Et là, j'ai tout de suite commencé mes activités. J'étais professeure de français. Et puis j'ai commencé à donner des cours de cuisine. Puis j'ai commencé un service traiteur. Puis on est revenu en Belgique. J'ai lancé un service traiteur aussi. Et puis, enfin, il y a eu plein d'activités jusqu'à être nutrithérapeute. Parce que je me suis dit, oulala, ce service traiteur, je partais 4 à 5 soirs par semaine, c'était épuisant. Et je me suis dit, non, là, maintenant, je vais avoir une consultation en nutrithérapie. J'ai étudié la nutrithérapie et la psychologie du comportement alimentaire parce que j'ai connu l'enfer de l'anorexie. Et je suis tout à fait guérie. Et donc, j'ai décidé d'étudier the Psychology of Eating au Colorado. Et donc, j'ai lancé une activité une consultation de nutrithérapie et de psychologie du comportement alimentaire. Donc, je voyais pas des anorexiques, mais c'était plutôt borderline dans l'autre sens. Et puis voilà, j'ai aussi lancé une école en ligne pour aider les femmes à avoir une meilleure relation à la nourriture. Et puis voilà, le cancer est arrivé. Donc voilà, c'était toutes des activités entrepreneuriales, mais étonnamment, c'est assez ironique parce que après toutes ces activités, j'étais assez fatiguée d'être solopreneur, je trouvais ça pas évident et j'avais décidé d'un petit peu lever le pied et je m'étais fort lancée dans la photographie de nourriture avec un contrat que j'avais décroché. Et je m'étais dit, oh là là, après toute cette aventure, cette école en ligne, ces ventes en ligne et tout ça, j'avais trouvé ça vraiment... et finalement, j'avais débouché sur cette photographie de nourriture que j'adorais. C'était plus artistique. J'ai toujours été très artiste aussi. Et j'étais contente, j'avais décroché un contrat, j'avais acheté un appareil photo professionnel, j'avais lancé tout mon Instagram en photo de nourriture. Ça liait l'entrepreneuriat et l'art et tout ce côté artistique. Et puis pouf, le cancer s'est invité dans ma vie à un moment, étonnamment, où j'avais vraiment envie de ralentir. Ah Donc, oui, tu vois, c'était assez ironique. Je me suis dit, mais ça fait quelques mois que je ralentis, je me sens plus ancrée, je me sens plus calme, je courais moins dans tous les sens, j'étais entre les États-Unis et la Belgique tout le temps avec ce programme et tout. Et puis, paf, on était, c'était en juin, il faisait beau. C'était une période assez calme pour moi. Et j'étais contente de cette nouvelle orientation professionnelle. Et voilà. On choisit pas toujours, ouais. Non, et puis c'est Ouais. hyper intéressant tout ce que tu partages. Moi, ce qui me fascine, c'est à quel point toutes tes expériences sont différentes les unes des autres. Enfin, comme quoi tu as touché à tout, le financier, la nutrition, une école en ligne. Enfin, ça vient d'où, tu penses, Il y a ton quelqu'un l'autre aventure? jour.
Mais il y a quelqu'un l'autre jour qui me disait, à part le monde financier, c'était toujours quelque part dans le soin, parce que Oui. l'école en ligne, c'était pour aider les femmes à avoir une meilleure relation à la nourriture. Bon, après, être traiteur et tout ça, oui, ben, c'était des belles tables, c'était soigner Mm. les dîners des gens, c'était quand même toujours assez fort dans le relationnel. Et alors, entreprendre, je pense, ça a toujours été... ça, j'ai une âme d'entrepreneuse et je fonctionne pas bien dans des sociétés. Je sais pas. Écoute, est-ce que c'est de l'hyper indépendance? Est-ce que c'est, je sais pas. Alors c'est peut-être négatif ce que je vais dire. Un besoin de contrôle, un besoin de perfectionnisme, un besoin d'indépendance. Je peux pas te dire, Mm. mais je sais que c'était toute petite aussi. Des projets, des idées, de l'art, écrire, dessiner. Inventer, créer. Parce que Voilà, là, t'es mon même pas... père est aussi entrepreneur, Oui, donc d'accord. voilà. Est-ce que c'est ça une maman qui était voilà, qui donnait des cours de cuisine, donc c'est aussi un petit peu de l'entrepreneuriat. Je sais pas, je peux pas te dire, mais je pense que c'est peut-être plutôt quand même une âme en fait. Hein. Non, mais clairement, on voit que tu es très intéressée par la santé. Bon, en tout cas, on voit que tu es très curieuse et tu nous dis en 2019, tu as envie de ralentir. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu, ben justement, de dans quelles circonstances, comment est-ce que cette annonce elle est arrivée? À ce moment-là, tu as commencé un peu à nous dire que tu voulais ralentir, que professionnellement tu voulais un petit peu, ben voilà, baisser la cadence. Mais comment ça s'est passé cette annonce? Tu vivais où? Les premières pensées, en fait, elles sont assez fort liées au travail aussi parce que tu te dis, mais merde, Delphes, tu t'es pas écouté, tu vivais à du 2000 à l'heure. C'était un travail énorme, vraiment un gros travail entrepreneurial. En plus, j'avais choisi quelque chose de compliqué. J'ai habité en fait la moitié de ma vie aux États-Unis. On revenait des États-Unis et donc j'ai lancé cette école en ligne pour un marché américain en étant en Belgique. Je pense que c'était pas idéal, c'était compliqué la vente en ligne, mais ça c'était il y a déjà il y avait déjà beaucoup plus de ventes en ligne aux États-Unis que en Europe. Au début, c'était, je vais te dire, il y a plus de 10 ans, quoi. Ah ouais. Donc, c'était quand même, voilà. J'étais assez fatiguée, en fait, et j'étais pas, à un moment donné, je me suis sentie plus tellement alignée dans mes activités entrepreneuriales. Et donc, c'était vraiment, oui, comme je te disais, un peu de l'ironie du sort de me dire, mais c'est pas vrai, quoi. Maintenant, je me sens beaucoup plus alignée. Avec cette nouvelle activité entrepreneuriale de photographie. Bon, ben voilà, écoute, après, j'ai envie de te dire qu'on change pas radicalement. Les gens me disent, mais est-ce que le cancer t'a complètement changé? Bah, en fait, tu deviens pas un Bouddha ni un philosophe. Hein, et ça, il faut. Je pense que quand tu as une âme, mais oui, c'est toujours la question. Non, en fait, je suis restée une entrepreneur dans l'âme, et c'est vrai que je pense que le besoin de créer reste vital malgré la maladie. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, donc j'ai été diagnostiquée en juin. Et très vite, j'ai commencé un blog parce que je recevais beaucoup de messages de copains et comment ça a été et tout ça. Et je trouvais que c'était plus facile, comme j'avais déjà deux blogs. J'avais un blog de nutrition et un blog de psychologie du comportement alimentaire. Je trouvais que c'était plus facile d'écrire en fait comme un petit journal intime et de partager un URL à tout le monde. Donc c'était la première opération, la deuxième opération, l'ablation, le choc de l'annonce, l'annoncer aux enfants, le rôle de l'aidant, enfin voilà, et puis toute cette vie. T'étais plongé dans une vie un monde à part, quoi, la vie des hôpitaux, les couloirs, les bruits, les bip bip de la machine. Enfin, tu vois, Ouais. en un quart de seconde, t'es plongé dans un univers que tu peux même pas imaginer une seule seconde qu'il existe. Il est parallèle, quoi. Et donc tout ça, j'écrivais. Et très vite, ça a été repéré par. Je partageais d'abord simplement en privé, puis j'ai partagé, je crois, un post sur Facebook, et puis j'ai été repérée par les éditions Mardaga. C'était très rigolo d'ailleurs parce que j'ai un rendez-vous avec eux et on avait déjà parlé d'un livre de nutrition et de psychologie du comportement alimentaire. Donc moi, je pensais, j'arrive avec mon petit crâne tout chauve, je pensais qu'ils me recontactaient pour le livre de nutrition, mais c'est impossible d'écrire sur la nutrition en plein cancer, quoi. Il me dit, mais non, pas du tout, moi je te contacte pour que le blog devienne un livre. Et donc, c'était vraiment le blog Cancer je gère devienne un livre, quoi, à la fin des traitements. Et donc ça a été une magnifique nouvelle parce que c'est un projet qui te porte pendant la maladie. Alors, je vais pas dire que c'est un projet entrepreneurial parce que c'est pas une entreprise, mais ça reste néanmoins un projet que tu dois mener. Et j'avais comme mission d'écrire chaque fois que les émotions étaient à vif, donc de continuer à écrire comme ça. Ce livre allait sortir sous forme de journal intime en fait, avec des dates.
Et donc, ça a été extraordinaire, quoi. Alors, c'est pas une entreprise, c'est pas, C'est un y a pas une projet. histoire d'argent, il fallait pas, c'est un projet, qui allait devenir un projet, entrepreneurial, mais je ne le savais pas au début, quoi. Mais c'est ça, moi, ce qui me frappe quand je t'entends parler, c'est que je te pose la question, quelles sont les premières pensées qui sont venues dans ta tête quand on t'a annoncé la maladie? Et d'entrée, je pense que t'as même pas pris un quart de seconde. En fait, tu m'as dit, je pense à ma vie professionnelle, en fait. Et donc, moi, je trouve que ça en dit beaucoup. Mais ouais, je me suis dit, est-ce que c'est de ma faute d'avoir mené Ah une oui, vie tellement chargée, tellement stressante? C'était plutôt la culpabilité de me dire, mais j'ai ouais, pas ralenti. Enfin, si, j'avais ralenti sur les derniers mois, mais tu sais, le cancer, il est déjà installé depuis longtemps quand ouais. on commence à avoir un premier signe. Et non, après, je n'ai plus pensé au futur professionnel. J'ai Oui, plus pensé au futur professionnel. À ce moment-là, voilà, tu n'y penses oui. pas. J'imagine que quand tu es dans une entreprise, tu y penses. Mais là, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais? Et c'est vrai que très vite, euh, c'est pas de l'entrepreneuriat, mais très vite, j'ai eu besoin d'écrire, de créer un Ouais, blog, de trouver un logo. Tu vois, donc c'est vrai que j'étais quand ouais. même dans une activité, euh, et pas de transformer tout ça en quelque chose, pas du tout, mais dans l'action, en fait, très Mais fort. c'est ça. Et puis, effectivement, j'ai senti un petit peu, tu l'as dit, de culpabilité. Enfin, on a senti quand on t'a annoncé que tu t'es dit, est-ce que c'est parce que j'en ai trop fait? Est-ce que j'ai pas ralenti à temps? Aujourd'hui, avec le recul, euh, qu'est-ce que tu en penses? Et en tant qu'entrepreneur, aujourd'hui, tu es encore entrepreneur aussi d'ailleurs. Du coup, est-ce qu'il y a des choses que tu ferais différemment? Parce que c'est un peu ambivalent. Quand on t'entend Non. parler, tu dis, j'aurais peut-être dû ralentir, mais en même temps, on sent que ça te porte les projets, que ça te permet Oui, d'avancer. et Et honnêtement, je suis pas restée très longtemps là-dedans. Je trouve ça hyper culpabilisant. Ça Bah sert oui. strictement à rien Ouais. d'essayer de réécrire le passé. Et j'ai été sauvée par ma scénologue qui m'a dit, écoute Delphine, c'est multifactoriel. D'abord, il y a une femme sur 8. Voilà, ça ne sert à rien de rester là. Je pense que c'est une réaction humaine de se dire oh merde, j'ai pas encaissé tel choc, j'ai pas encaissé tel trauma, j'ai pas encaissé tel stress, je me suis foutu ce cancer. Bon, il y a des gens pour qui une petite théorie personnelle aide, hein, voilà. Moi, tu te poses la question, voilà, je pensais humain, Mhm. mais je suis pas restée là-dedans. Voilà. Après, c'est vrai que je me suis vite dit, ok, maintenant je vais ralentir, je sais ce que je vais choisir déjà pour la vie d'après. Oui, oui. Après, j'ai pas vraiment ralenti, donc tu vois, je pense que la nature profonde ne change pas vraiment, mais en revanche, la différence, c'est que quand même mes activités après, j'étais beaucoup plus alignée avec mes activités après. J'étais Mhm. vraiment, enfin, je suis encore, je te parlerai du petit coup de mou que j'ai eu à partir du mois de janvier, mais en fait, les 5 années, j'ai été vraiment pleinement épanouie par mes projets, pleinement épanouie par l'activité entrepreneuriale qui est née de ce cancer et de tous les projets. Donc, quelque part, voilà, j'ai vraiment tout et j'aime tous les projets qui sont nés de cette expérience. Après, j'ai beaucoup de chance. Voilà, ça s'est passé comme ça et je préfère mon métier d'aujourd'hui que tous mes métiers d'avant. Ouais, c'est très beau à entendre. Et moi, j'aime bien aussi quand tu dis, en fait, la maladie, ça ne change pas qui on est. Ça, je trouve que c'est aussi Moi, je trouve pas. plutôt beau. Et je pense que les personnes qui nous écoutent, en principe, elles sont toutes entrepreneurs. Et je pense qu'elles ont toutes aussi, comme toi, cette petite flamme, cette envie de créer, cette envie de faire des projets, parce que finalement, c'est les projets qui nous portent, surtout quand on a une âme d'entrepreneur. On sait très Moi, bien que oui, ça mais aide à avancer. Et d'ailleurs, justement, toi, juste un mois seulement après l'annonce, c'est là où tu as lancé ce blog et où le projet a commencé à démarrer. Donc on peut dire que, et tu l'as dit toi-même, tu l'as dit, ça faisait du bien, ça me donnait comme quelque chose qui continue à se passer. Est-ce que du coup tu peux nous, un petit peu pour ceux qui connaissent pas forcément ton podcast, expliquer un peu cette toute nouvelle aventure entrepreneuriale de 2019 et surtout, comment est-ce que tu as fait pour gérer les deux fronts aussi exigeants en parallèle? Moi ça me semble. je vais quand même vite rebondir sur quelque chose que tu viens de dire et puis je reviens à ça. Mais tu vois, est-ce que ça nous change profondément? Je pense que la vraie nature, notre mission de vie, notre why ou nos valeurs ne changent pas profondément. Après, je vais pas dire qu'il y a pas eu plein de changements. Oui, il y a des changements sur cette. Je suis beaucoup plus capable de dire non. La nature profonde ne change pas, je pense. Hmm. Mais il y a des. Je choisis plus mes batailles.
pas dire qu'on est tellement plus sage, mais il y a des choses quand même qui changent sur la vision de la vie, plus s'emmerder avec des bêtises. Et c'est très personnel parce que tout ce que je te dis là, je te parle de moi, mais évidemment on est tous différents. Oui. Alors pour parler de mener les deux de front, j'ai quand même envie de dire que le livre, c'était pas une entreprise, tu vois. Donc en fait, j'ai pu le faire à mon aise pendant mes traitements lourds et quelque part, certaines personnes te diraient c'est épuisant, moi c'est pas possible d'écrire pendant des traitements. Moi en fait c'était mon échappatoire, c'était vraiment très thérapeutique de pouvoir déposer des mots, de pouvoir encore faire fonctionner ma cervelle alors que j'étais vraiment crevée. L'écriture était hyper thérapeutique. Donc voilà, après c'est vrai que ça devient un projet quand on te commande un livre. Donc, une maison d'édition te commande un livre. Et puis, il y a eu tout ce qui a été médiatique après pour la vente du livre. Donc, c'est vrai que tu retombes, c'est pas une entreprise, de nouveau, il n'y a pas des employés et tout ça. Donc, tu retombes quand même dans une aventure un petit peu entrepreneuriale avec quand même des sollicitations, des interviews, du marketing, de la communication sur les réseaux sociaux. Je pense qu'on s'est rencontrés plus ou moins à ce moment-là, en fait. Et puis, il y a eu un groupe de soutien qui est né de ça. Parce que c'était très compliqué. Je recevais beaucoup de messages de personnes dans un tel désarroi suite à toute la médiatisation autour du livre que j'ai décidé de créer un groupe de soutien pour mettre toutes ces personnes-là parce qu'à un moment donné, tu n'arrives plus à les aider toi personnellement et puis c'est pas ce que je faisais de l'accompagnement de patients. Et puis, 1 an plus tard, je me suis dit, bon, ben, c'est bon, j'ai assez raconté mon histoire. Et là, j'ai voulu démarrer le podcast. Figure-toi, d'après un podcast sur la maternité. Le podcast de Clémentine Gallet, que beaucoup de personnes connaissent. Et j'ai écouté un épisode qui était hyper émouvant. Et je me suis dit, c'est une Gabriella que je mentionne parce qu'elle travaille pour moi, qui m'a dit, mais pourquoi est-ce que tu lancerais pas quelque chose comme ça pour le cancer? Et donc, j'ai démarré ce podcast, j'ai tout de suite adoré. Et ça, il a 4 ans aujourd'hui. Et toutes les semaines, donc je rencontre soit un patient, soit un soignant. Et on traite alors j'ai beaucoup de chance parce que c'est des rencontres absolument exceptionnelles et on traite soit de leur histoire de résilience. Alors je voulais donner la parole à tout type de cancer, pas que le cancer du sein, parce que je trouve que c'est hyper important de parler d'autres cancers qui sont plus tabous, où il y a moins de sensibilisation autour de ce cancer, parce qu'on parle beaucoup d'octobre rose, mais on parle heureusement plus de mars bleu, mais il y a 5 ans un peu moins. Donc, tu vois, je voulais vraiment donner la parole à plein de personnes différentes, plein de pathologies différentes et d'autres pathologies aussi qui sont pas cancéreuses, mais d'autres histoires de résilience qui peuvent servir, qui peuvent être un exemple, qui peuvent inspirer pour les gens qui ont le cancer. Et donc, voilà. Donc, et maintenant, ça évolue de plus en plus vers des interviews de soignants, parce qu'en fait, les soignants n'ont pas toujours le temps de consacrer 1 heure à leurs patients, malheureusement. Et donc, en fait, ils ont 1 heure sur le podcast, donc ils répondent à plein de questions et les patients sont très contents d'avoir ces interviews pour avoir des réponses à plein de questions sur la sexualité, la reconstruction mammaire, l'accompagnement psychologique, enfin, plein de domaines qui ont été traités plusieurs fois par des médecins hyper engagés. Ouais. C'est super, c'est une super idée en tout cas de commencer à inviter des soignants. Je veux juste rebondir, Delphine, sur ce que tu disais. Tu disais oui, alors c'est la nature profonde qui change, mais évidemment il y a quand même qui change pas, pardon. Mais évidemment il y a quand même des changements dans la vie. Et justement, du coup, si tu devais faire ce parallèle entre la Delphine entrepreneur d'avant 2019 et la Delphine entrepreneur d'après et même d'aujourd'hui, c'est quoi les parallèles, c'est quoi les différences? Tu as commencé à dire un petit peu que tu t'écoutes plus, tu sais dire non. Quoi d'autre en fait? Qu'est-ce que justement t'aimerais bien dire aujourd'hui à la Delphine peut-être d'avant? Mais tu sais, j'ai envie de c'est rigolo parce que ça c'était pas tellement dans tes questions, mais en fait ça sort vraiment de mon cœur. Ouais. Mon activité entrepreneuriale maintenant naît d'une expérience personnelle. Ouais. Et donc c'est très fort, quoi. Ouais. C'est né de mes tripes, quoi. Je l'ai vécu dans ma chair, en fait, ce cancer. Donc, en fait, il y a quelque chose qui est très juste, il y a quelque chose qui est très incarné, qui est très vécu. Et j'ai envie de dire, et je pense que c'est le cas des entrepreneurs. C'est quelque chose qui est dans leur chair, qui veulent lancer. Je vais pas généraliser, et pourtant, toutes mes activités avant, j'avais l'impression que c'était chaque fois... tu sais, viscéral, tu le lances parce que tu veux changer le monde, ou tu veux apporter un service extraordinaire, ou tu veux...
vraiment révolutionner quelque chose quand tu es entrepreneur. Mais là, c'est encore plus profond parce que c'est vraiment né de ma chair et c'est vraiment mon why, tu vois, d'informer, d'apporter du soutien aux patients, de rencontrer des soignants extraordinaires, de mettre en lien des soignants et des patients. Donc, c'est vraiment, à la limite, c'est peut-être tout ce que moi j'aurais aimé avoir et que j'ai pas eu et que je le fais pour les autres, mais je le faisais pour moi aussi, tu sais, parce que en fait, en rencontrant tous ces gens, ben, je continuais à me reconstruire de toute cette maladie. Tu sais, quand tu fais des rencontres extraordinaires comme ça, des interviews absolument extraordinaires avec des soignants et tout ça, tu continues à te soigner toi, à prendre soin de toi. Donc cette activité, elle était tellement juste parce que, alors la complication quand même aussi, en fait, c'est la vie perso et la vie pro qui sont complètement Entremêlés, liées, quoi. Entremêlées. Après, c'est ça qui devient compliqué. Au bout d'un certain nombre d'années, et je ne vais pas m'en cacher, du coup de mou que j'ai eu en janvier, c'est que, en fait, je suis tout le temps dans le cancer. Tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. J'interviewe tout le temps, je travaille pour des pharmacies, je donne des conférences. Je suis tout le temps dans ce monde du cancer et tout le temps aussi en contact avec des patients. Donc, il y a déjà 4 personnes que j'ai interviewées dont je me suis vachement rapprochée sur le podcast qui sont décédées. Il y a des décès, il y a des métastases. C'est lourd, quoi. C'est lourd. Et mon mari me dit tout le temps, mais Delph, tu prends pas beaucoup de pauses, c'est vachement lourd tout ce que tu entends en fait. Et ça m'a pas paru lourd pendant 5 ans parce que j'étais encore dedans, c'était ma vie, j'avais plein d'opérations, j'ai eu 8 opérations de reconstruction, donc en fait j'étais encore dans ce monde et quelque part, tu sais, t'engager, ça t'aide aussi à t'engager pour les autres. Moi, c'était thérapeutique aussi pour moi, en fait. C'est une espèce de roue qui tourne. J'ai été tellement aidée par beaucoup de gens, par celles qui étaient passées par là. J'avais envie d'aider les suivantes. Il y a quelque chose qui est, et d'ailleurs on le voit, il y a beaucoup de patients du cancer qui sont engagés et qui veulent s'engager pour la cause. Ben, tu l'as vu avec ton expérience précédente et tout ça, on a envie de s'engager pour la cause et ça aide certaines personnes, d'autres n'ont pas du tout envie. Mais la complication, c'est aussi rester là-dedans et d'un moment donné, être capable de dissocier vie perso et vie pro et de prendre cette distance et de dire, OK, maintenant, moi, ma vie perso, je suis sortie de cette maladie, elle n'est pas revenue, je croise les doigts, je touche du bois, et donc d'essayer de peut-être un peu plus voir mon métier comme c'est ma vie professionnelle et de prendre un peu plus de temps de pause dans ma vie perso parce que les deux étaient tellement liés. Et ça a été très difficile en janvier, j'ai senti beaucoup d'épuisement, je voulais plus que cette vie professionnelle prenne toute la place sur ma vie personnelle. Avant, j'étais totalement OK. Mais j'ai vraiment voulu faire une séparation entre les deux. Et je pense que ça, c'est presque universel pour les entrepreneurs. En fait, c'est une telle passion que la vie pro et la vie perso, il y a pas beaucoup de séparation. Je pense qu'il y en a qui sont très capables de diviser les deux. Moi, pas. Et donc, je travaillais 7 jours sur 7, mais avec grand plaisir, tu vois. Mais je ne voyais pas le piège. Et à partir de janvier, j'ai commencé à manquer d'empathie, de voir les sollicitations comme des agressions, d'être triste, d'avoir peur de la rechute, d'être fatiguée, mais parce que je prenais pas de moment pour souffler et penser à autre chose. Je savais même pas qu'il y avait une vie à côté de ma vie, tu vois. Parce que, mais oui, je te jure, écoute, j'étais 3 jours à Paris, je vais toujours à Paris pour le boulot, mais j'ai dit, OK, je vais pas travailler pendant 3 jours. Et je me dis, vraiment, enfin, j'ai envie de te dire, ça me paraît bizarre de dire ça, mais je me suis installée à des cafés, j'ai été voir des expos, et je me suis dit, mais au fond, il y a une vie à côté de ma vie. Mais c'était pas, je n'en avais pas besoin, puisque j'étais tellement passionnée. Tu vois, mais j'ai ressenti que ça devenait un petit peu dangereux et qu'il était temps d'un peu séparer les deux pour ne pas être saturé et de vouloir jeter le bébé avec l'eau du bain et de totalement rejeter complètement l'oncologie et tout arrêter. Et donc voilà, d'essayer de faire une séparation. Je comprends parfaitement, c'est hyper intéressant ce que tu dis, ça me fait vraiment penser, je parlais du coup justement de ce sujet avec une psychologue qui est aussi entrepreneur et qui disait exactement ça, qui disait le danger quand on est entrepreneur, c'est que le projet
se fondent avec l'identité de la personne et qu'on ait du mal finalement au bout d'un moment à séparer les deux. Et j'imagine en plus qu'avec un projet comme le tien, comme tu disais, qui vient vraiment de tes tripes, t'es à mon avis multiplié par 10 finalement. Et du coup ma prochaine question c'était qu'est-ce qui a été le plus dur pour toi? Je crois que tu l'as répondu. En fait, c'est vraiment de réussir à. Enfin, tu me dis si je me trompe, mais si je comprends ce que tu me dis, c'est vraiment ça, c'est de réussir finalement à te retrouver toi, Delphine, et à peut-être séparer un petit peu la vie perso de la vie professionnelle. C'est ça? Oui, alors pendant la maladie, il y a beaucoup de choses qui sont dures, mais je pense qu'on va pas vraiment revenir là-dessus. C'est de l'imposer aux enfants. Maintenant, parce que c'est la réalité de maintenant, c'est vraiment d'être capable de. Tu sais, j'ai été Madame Cancer en fait aussi, mais même quand j'allais à des dîners ou des cocktails ou des trucs, j'étais coincée dans un coin, les gens me racontaient leurs histoires de cancer et tout ça. Il y a un moment donné, tu te dis, mais j'ai besoin de légèreté et tout ça. Donc voilà. Et puis, point de vue difficulté, puisqu'on parle de difficulté entrepreneuriale aussi, mais ça c'est sur un autre registre, c'est d'aussi d'être seul dans cette activité et de persévérer aussi pour obtenir du financement. Parce qu'au début, en fait, au début, c'était autofinancé. Ça coûte très, très cher un podcast. Les gens ne le savent pas parce qu'ils ont leur épisode gratuit toutes les semaines. Donc, ils réalisent pas du tout qu'il y a des montages, qu'il y a des gens à payer, qu'il y a des trajets, qu'il y a des hôtels, qu'il y a des trains, qu'il y a quelqu'un qui fait les edits qui enlèvent tous les tics de langage. C'est vraiment, puis il y a toute la com, puis tous les designs et tout ça. Donc ça a été assez compliqué, je trouve, pendant tout un temps, c'est juste de faire ça au service de la communauté. Et alors, quand même, je te raconte, j'avais un boulot en parallèle pour financer le podcast dans une entreprise à Paris. Voilà, je peux la mentionner, c'est Résilience, une application de télésurveillance en oncologie, donc magnifique entreprise. Et voilà, donc ça finançait mon podcast. Par contre, je vais quand même dire puisqu'on parle de la maladie et de l'entrepreneuriat, j'étais épuisée quand je travaillais pour l'entreprise, pour Résilience, parce que j'étais vraiment fatiguée par toutes les réunions, les deadlines, par tous les comptes que je devais. Enfin, évidemment, tu dois rapporter à des gens, tu travailles dans une équipe, c'est normal. C'était beaucoup plus épuisant de travailler en entreprise que de travailler comme indépendante. C'est hallucinant. J'ai vu vraiment la différence. Et je me dis, en fait, si je revenais après un cancer, que je travaillais dans une entreprise, je serais épuisée. En fait, les réunions à l'infini, tu vois, enfin, les deadlines et tout ça. Pourtant, je vais te dire que j'ai des deadlines, je me mets des deadlines encore plus rapprochés, mais c'est moi qui décide pour moi. Et en fait, ce que j'ai trouvé difficile quand je travaillais pour Résilience, c'était tous ces stimuli, ces réunions. J'ai trouvé ça vraiment hyper fatigant. Tandis que quand tu travailles pour toi toute seule, bon, après, j'avais mes podcasts et tout ça, mais il n'y a pas autant de stimuli. Donc, c'est moins fatigant par rapport à tout ce qui est troubles cognitifs et tout ça après la maladie. Et donc, c'est vraiment, je me suis dit, waouh! En fait, j'entendais quand même souvent les gens qui disaient, mon Dieu, le retour au travail, c'est terrible et tout ça. Et je me disais, mais en fait, moi, j'ai jamais arrêté de travailler. Mais attention, le retour au travail dans une entreprise, j'aurais trouvé ça très difficile, quoi. Par contre, continuer à travailler seule, comme indépendante, au calme chez moi, j'ai trouvé ça moins difficile, puisque j'ai expérimenté les deux. Exactement. Donc voilà, ouais. Alors dans l'entrepreneuriat, donc au bout des 3 ans où j'avais travaillé pour Résilience pour financer mon podcast, j'ai trouvé très difficile. C'est le solopreneuriat que je trouve très difficile. D'être seule, d'avoir quand même. J'ai essayé d'engager une employée que j'ai eue pour quelques mois, mais je trouve que les charges sont énormes d'avoir une employée et je trouve que c'est quand même c'est compliqué. J'avais posté, je sais que tu l'avais relevé, j'avais posté un post là sur le soloprenariat que je trouve difficile en ayant en plus des opérations et tout ça, d'être quand même encore fatiguée. Et ce qui est difficile, c'est d'être seule, de devoir chaque fois rallumer le feu tous les matins, seule, et que je trouve ça pas évident et de toujours devoir courir derrière les financements et qu'en fait, si tu fais pas, il y a rien qui se passe, quoi. Et je trouve très difficile aussi, c'est d'être beaucoup dans l'opérationnel et de pas avoir de temps pour avoir un peu de big picture ou une vision hélicoptère de ta mini-entreprise.
et de pas avoir le temps de développer des choses, quoi. Alors là, maintenant, je suis super contente parce que Gabriella était employée, mais les charges étaient trop élevées, c'était compliqué. Quand tu veux prendre un mois de break, qu'est-ce que tu fais de ton employé? Enfin, j'ai trouvé ça vraiment très compliqué pour une mini-entreprise, très lourd financièrement. Donc là, maintenant, elle est revenue, elle a eu un bébé, et puis elle est revenue comme indépendante, et c'est plus léger financièrement, c'est plus agréable, et je suis quand même très contente d'avoir de l'aide, quoi. C'est super. Non, mais c'est vraiment très intéressant tout ce que tu dis. Bah, la solitude, je pense que oui, tous les entrepreneurs peuvent se reconnaître. Aujourd'hui, tu en es où et comment est-ce que tu appréhendes justement toutes les difficultés dont tu viens de me parler? Est-ce que tu commences à tester des choses, à trouver des solutions? Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont énormément aidé, que tu essayes de répéter, et des choses que tu voudrais partager aussi? Alors, bon, étant assez excessive, tu vois, je pense que j'ai été un petit peu trop passionnée. Mais voilà, ça c'est quelque chose qui m'a porté, qui est très personnel, et je pense que ça m'a vraiment aidé à traverser cette épreuve, d'avoir ce projet très porteur qui est en rapport avec ma maladie. Après, c'est vraiment hyper personnel, et je ne supporte pas les injonctions, tu vois, à devoir transformer son épreuve en quelque chose ou en une pépite au service de tous. Quelle horreur. Voilà, moi personnellement, ça m'a aidé. On n'est pas obligé, tu vois, si une personne ne trouve pas de sens à sa maladie, si une personne a juste envie de récupérer sa vie d'avant, ou a juste envie de traverser sa maladie bien tranquillement, ou a juste envie, enfin, voilà, il n'y a pas de recette magique, et il n'y a surtout pas d'obligation de faire quoi que ce soit. Je trouve néanmoins que des projets, et ne pas être que patient, ne pas être que un malade, je trouve que ça aide. Et je l'entends autour de moi, voilà, d'avoir, ça peut être, tu sais, un potager, ça peut être du chant, ça peut être de l'art, ça peut être faire de la musique, ça peut être des balades, mais d'avoir des moments où on sort quand même de cette maladie, ça j'ai trouvé vraiment important. Et là maintenant, j'essaye de trouver un petit peu plus d'équilibre, parce que je pense que tous les entrepreneurs peuvent peut-être s'identifier à ça, voilà, d'essayer de séparer un petit peu plus ma vie perso de ma vie pro, pour que ce projet soit pérenne. Parce que je pense qu'on peut vite... je pensais que les burn-out étaient pour les autres, en fait. Et j'ai vraiment, en janvier, février, j'ai frisé cet épuisement tu sais, où tu trouves que ça n'a plus de sens, alors qu'en fait, objectivement, ça a tellement de sens. Tout a tellement de sens. Ce projet a énormément de sens. Les rencontres ont plein de sens, mais je pense que j'ai eu vraiment ce danger d'avoir trop mélangé, d'avoir trop travaillé, d'avoir trop donné, de m'être fondu vraiment dans ce job. Et là, vraiment, j'essaye d'avoir de plus en plus d'aide, de plus en plus de moments où je fais autre chose, où je souffle. Et d'ailleurs, je pense que c'est l'orientation que j'ai envie de donner au projet futur, un peu plus de légèreté. J'ai écrit le petit guide pour consoler une personne malade, peut-être me lancer dans le grand petit guide pour consoler une personne malade. Mais tu vois, c'est plus des projets dans la vie plutôt que dans la maladie. Donc voilà. C'est hyper intéressant. Et du coup, tu dis en janvier, tu as frisé l'épuisement. Est-ce que tu as su l'identifier à temps? Qu'est-ce que tu as mis en place justement pour ne pas sombrer complètement dans l'épuisement? Et avec le recul, un petit peu pour les personnes peut-être qui sont un peu la tête dans le guidon et qui ont besoin peut-être d'un peu de recul ou d'une prise de conscience. Est-ce que tu aurais, avec, bien entendu, c'est ton expérience personnelle, mais un petit conseil, quelque chose à leur donner? J'ai trouvé ça vraiment alarmant et inquiétant de me dire, mais j'ai été si passionnée tout le temps, j'avais beaucoup d'empathie, et puis tout à coup, tu ne comprends pas pourquoi ça n'a plus de sens, alors que rationnellement, ça en a, mais il y a ton cœur qui arrive plus à suivre. Je commençais à être très fatiguée, je commençais... alors je sais pas si je peux donner un conseil, parce que c'était un wake-up call, quoi. Et il y a cette tristesse, et tu comprends pas, parce que tu es un peu extérieur à ton corps, et tu dis mais c'est pas possible. Tout est extraordinaire, tout de l'extérieur est extraordinaire. Les rencontres que je faisais étaient extraordinaires, mais je ne les sentais plus comme ça. Donc je me suis dit, ok, maintenant Delphine, raisonnable, tu vas un tout petit peu freiner. Et donc j'ai fait toute cette série sur les injonctions, donc c'était beaucoup plus calme. J'ai fait 12 épisodes sur les injonctions, j'écrivais au coin de mon feu, et donc je n'avais plus toutes ces rencontres, tous ces stimuli, j'ai vraiment fait un break. Je me suis beaucoup plus reposée,
voilà, c'était un moment d'introspection c'est pas très drôle parce que tu te dis mais est-ce que je vais tout abandonner? J'ai acquis une chouette expertise, je travaille avec des magnifiques pharma, mais voilà, donc le temps de pause a été nécessaire. Et j'ai l'impression que maintenant, voilà, bon, après la lumière est revenue et tout ça, donc c'est plus agréable aussi, mais de me dire, ok, j'ai frisé quelque chose et maintenant je reprends du poil de la bête, je profite beaucoup plus, je souffle. Voilà, c'était un petit signal d'alarme. Et je pense aussi peut-être que ça correspond aussi avec les 5 ans de rémission, tu vois, où c'est sain aussi un moment de se dire mais écoute, je vais arrêter de m'identifier à ce cancer en fait. Tu sais, au début, je me présentais tout le temps voilà, je suis Delphine Rémy. Après, dans toutes les activités professionnelles, évidemment que je me présente Delphine Rémy. J'ai eu un cancer du sein, j'ai écrit un bouquin, j'ai lancé un podcast. Ben, tu sais que maintenant, je suis Delphine Rémy. Ah, tu fais quoi? J'ai un podcast. Quel domaine? Santé. C'est hyper tu vois, et avant, bon, après, et quoi? Ben, l'oncologie. Ah, et pourquoi? Bon, je vais répondre, mais je vais plus dire d'entrée de jeu. Avant, c'était je suis Delphine Rémy, j'ai un podcast en oncologie parce que j'ai eu un cancer du sein. Maintenant, j'aurais plutôt envie de dire je suis Delphine Rémy, j'ai un podcast dans la santé, en oncologie, et j'ai commencé la pole dance il y a 1 an. Tu vois, ça c'est une autre présentation. Et je pense que voilà, peut-être que c'était ça aussi, c'est que la vie perso et l'expérience de la maladie s'éloignent. Donc tu vois, je pense que c'est très compliqué aussi quand tu as une activité qui est entrepreneuriale, qui est vraiment liée à quelque chose que tu as vécu dans ta chair et quelque chose qui en l'occurrence, une maladie mortelle. Donc c'est peut-être ça qui était aussi très compliqué que tout ça soit si mêlé. Ouais, je comprends. Puis c'est intéressant parce qu'en même temps, il y a pas mal de projets entrepreneuriaux qui viennent des tripes finalement. Enfin, on sait très bien qu'il y a plein d'entrepreneurs qui finalement décident de créer leur boîte justement parce que eux, ils ont manqué cruellement de quelque chose à un moment donné. Sûr. Alors quand il s'agit du domaine de la santé, bon, c'est encore plus. Et effectivement, du coup, c'est corps et âme dans un projet. Il y a pas vraiment de limite. Bah oui, c'est un projet tellement important donc pas vraiment de limite. Mais je commence à entendre ça, même moi qui travaille pas mal dans le domaine de la santé avec beaucoup d'entrepreneurs. J'ai une entrepreneure, elle m'a dit mais tu sais Soraya, moi je suis fatiguée, j'ai envie de légèreté, j'ai envie de choses superficielles, de choses de beauté, de parler d'art, de manger. Et elle avait presque un petit peu honte de me l'avouer, tu sais, comme s'il fallait se sentir mal parce qu'à un moment on n'a plus envie de ça. Elle m'a peut-être avoué comme peut-être un autre projet dans un domaine plus super. Et en fait, c'est ok, c'est pas grave. Exactement la même chose. En janvier, je me suis dit, mais moi, je vais me lancer dans quelque chose de totalement différent. Après, je pense qu'il fallait vraiment ces 2-3 mois, tu vois, de rééquilibrage et de voir les choses autrement et de plus prendre de la distance. Vraiment, tu sais, je fais ce signe-là, mais c'est vraiment de séparer les deux, de fermer la porte le soir, d'être de nouveau légère, oui, je peux pas te le faire autrement. Ouais. Et je pense que tous les entrepreneurs peuvent, effectivement, dans des domaines plus lourds, liés à la santé ou liés à la santé, à des maladies graves ou des handicaps graves. Ouais. Et c'est marrant parce que je comptais de plus en plus poser la question à toutes ces personnes qui sont des amis paraplégiques, des gens avec qui j'ai travaillé dans le domaine de l'oncologie, leur poser la question. Et au fond, comment vous faites en fait? Est-ce que vous avez eu un ras-le-bol? Est-ce que aussi ça devient lourd? Est-ce que vous avez envie de parler d'autre chose? Et je pense que c'est sain. Mais c'est ça. Mais je savais pas que ça allait me tomber dessus comme ça, de manière. C'était inquiétant parce que à un moment donné, tu as vraiment envie de tout rejeter, quoi. Et je pense que ce serait dommage aussi. Bah oui, non, mais c'est clair. Et parfois, on a tendance à tomber dans les extrêmes. Parfois, c'est peut-être pas juste arrêter et faire quelque chose de complètement. Parfois, c'est juste comme ce que tu es en train de faire. Moi, ça me paraît plutôt sain. De se dire réajuster. C'est réajustement et tout est une question d'équilibre dans la vie. Et ça, c'est vrai que en tant qu'entrepreneur, on cherche toujours l'équilibre. Et donc, je vais passer justement à moi, je suis pas très équilibrée. Je ne suis pas très équilibrée. Non, c'est ça mon problème. Voilà, mais je pense que tous les entrepreneurs
sont des passionnés. Donc l'équilibre, tu vois, moi ça me fait rire quand les gens me disent tu travailles trop, mais t'as envie de dire en fait fermez votre gueule quoi, parce que vous êtes des gens qui sont pas du tout entrepreneurs. C'est ma passion. Ne me demandez pas c'est comme demander à un poisson rouge d'arrêter de respirer quoi, enfin de respirer dans l'eau, enfin de nager. Donc quand on est vraiment passionné, je n'ai jamais vu le trop comme étant trop. Tu vois, même un week-end où je me disais tiens, je vais peut-être la maison ou quoi, j'allume l'ordinateur, puis finalement 4 heures plus tard, je suis en train d'écrire ou créer des trucs sur Canva pour le boulot. Ça n'a jamais été un poids. Et donc le tu travailles trop, je comprends ce que les gens voulaient dire. Ils avaient peut-être un petit peu raison avec ce qui s'est passé en janvier, mais c'est difficile. Enfin, tu vois, tu dis pas à un entrepreneur tu travailles trop. L'entrepreneur il est passionné. Voilà. Après j'ai compris la leçon toute seule. On n'a pas besoin de la leçon des autres. Oui, mais c'est ça, c'est comment concilier passion et durabilité, c'est vraiment la question. Moi, j'aimerais juste peut-être une question un peu plus pratique, mais qui me semble importante pour les entrepreneurs aussi. Si tu devais donner un conseil vraiment sur le côté voilà pratique pour mieux se protéger, je parle assurance, prévoyance, organisation. Je pense que c'est aussi important quand on est solopreneur ou même entrepreneur. Ce serait quoi, Delphine? C'est vraiment prévoir tout ce qui est prévoyance. Je sais que ça s'appelle comme ça chez vous, donc c'est des assurances en tant qu'indépendant, parce que c'est vrai que c'est très problématique quand on se retrouve sans boulot. En tout cas, pendant les traitements lourds, c'est très très compliqué. Si on a des employés, il y en a qui l'ont fait, mais c'est vraiment compliqué. Donc d'avoir tout ce qui est prévoyance, qui est prévu, c'est le cas de le dire, et se protéger. Alors vraiment, si les entrepreneurs veulent des renseignements, c'est de contacter RoseUp, parce qu'ils peuvent vraiment aider les entrepreneurs bon, j'imagine avec les assureurs aussi, mais RoseUp a vraiment, ils sont là pour aider les entrepreneurs à voir ce qu'il faut faire. Moi, c'est vrai que parfois c'est très très compliqué. Si tu as une maman solo, je sais pas, par exemple une coiffeuse qui doit utiliser ses bras, qui éventuellement lui enlever les ganglions, donc c'est compliqué pour qu'elle continue à travailler. L'arrêt maladie sera peut-être plus long, et ça c'est compliqué en fait. Les solopreneurs, maman solo, c'est extrêmement compliqué. Et puis il y a tous les cancers métastatiques aussi, c'est plus compliqué. Donc après, quand on travaille dans une entreprise, c'est évidemment c'est plus simple d'un point de vue assurance maladie et tout ça, mais quand on est entrepreneur, c'est plus compliqué. Donc ça vaut vraiment la peine de prévoir en fait. On n'a peut-être pas envie d'y penser, mais de quand même avant que ça arrive, si un jour ça arrive, d'avoir prévu quelque chose. Ok, super. Non, et puis juste avant de terminer, je sais que tu as beaucoup parlé des injonctions, justement, tu en as parlé dans tes derniers épisodes de podcast. Est-ce qu'il y a en particulier des injonctions liées à l'entrepreneuriat et à la maladie que tu souhaites dénoncer ici? Alors, j'ai beaucoup parlé des injonctions faites aux malades, hein, tu vois, pas spécialement. Quand même, si on peut parler d'entrepreneuriat, c'est aussi l'injonction à faire quelque chose de sa maladie, tu vois, à la transformer en quelque chose. Non, non, non. Et c'est vrai que j'ai envie de mentionner ma petite Marie que j'adore, que j'avais invitée sur le podcast. Parce qu'elle a une histoire assez incroyable à partager par rapport à toute une hygiène de vie qu'elle a mis en place pendant qu'elle prenait l'hormonothérapie. Elle a perdu du poids et tout ça. Elle a une très belle histoire à raconter. Et elle me dit, mais Delphine, moi je suis pas exceptionnelle, j'ai pas transformé ma maladie en quelque chose d'exceptionnel, j'ai pas fait un podcast, j'ai pas écrit un livre. Je me suis dit, oh mon Dieu, Marie, mais tu me dis ça, est-ce que en fait c'est écrasant d'avoir des personnes qui ont fait quelque chose? Et elle me dit, non, pas du tout. Je trouve que les gens, tu vois, du coup je me suis dit, mais merde, est-ce que moi je suis écrasante ou quoi Et elle me dit, non, non, pas du tout, parce que le podcast est inspirant, le livre était inspirant, je suis très contente de passer sur le podcast, mais c'était plus les gens qui lui disaient, alors tu vas faire quoi de tout ça? Tu vois, donc c'est l'injonction. C'était vraiment, alors tu vas transformer quoi, un peu la pression extérieure. Alors est-ce que tu vas changer de métier? Est-ce que tu vas faire quelque chose? Est-ce que ceci, est-ce que cela? Ça peut être une injonction assez forte de l'extérieur. On n'est pas obligé de transformer son épreuve, un deuil, un burn-out, je sais pas, un accident. On n'est pas obligé d'en faire quelque chose d'extraordinaire. Après, c'est
moyen de communication ou un moyen d'expression qui peut être différent d'une personne à une autre. Donc moi, le fait d'avoir créé quelque chose à partir de ça, parce que je suis beaucoup plus vers l'extérieur. Il y a des personnes qui sont plus vers l'intérieur, elles vont peut-être se tourner vers des passions qu'elles vont découvrir, comme je disais, le chant ou l'art. Il n'y a pas d'injonction à transformer ou à faire quelque chose de l'épreuve. Depuis quand, d'ailleurs? Ah oui. Et ça peut être très très lourd ça peut être très lourd pour les personnes. Et je pense que tu sais, les injonctions et les maladresses, c'est des maladresses justement. Donc en fait, quand quelqu'un dit, est-ce que là tu vas te réinventer, est-ce que tu vas complètement changer, est-ce que tu as envie de faire quelque chose? En fait, attendez, laissez d'abord les gens traverser cette épreuve ou n'importe quelle épreuve et pas imposer cette question maladroitement en fait. Non, on n'est pas obligé de transformer son épreuve en une pépite au service de tous. On est tous différents et on a tous un mode d'expression différent. En tout cas, le mode d'expression, c'est celui qui nous ressemble. Et quelque chose que, si on a envie d'en faire quelque chose, de ne pas en faire quelque chose, mais c'est de trouver ce qui nous fait du bien pour déjà traverser tout ça. C'est déjà énorme. Ça me semble très très sain. Merci Delphine pour ce message. Et écoute, je vais quand même te demander quels sont tes projets pour l'avenir, Delphine. T'en es où aujourd'hui et surtout, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? On peut me souhaiter d'avoir un peu plus de rien et un peu plus de non productif dans ma vie. Voilà, ça c'est ce qu'on peut. Ça n'a rien à voir avec l'entrepreneuriat, mais je pense que ça a tout à voir. Ça a tout à voir. Voilà, exactement. Donc un peu plus de non productif, un peu plus de rien, un peu plus de loisirs, un peu plus de vie à côté de mon boulot et un peu plus de... Tu sais, c'est quand même étonnant en fait, parce que quand on parle de cancer, on parle de vie plus que jamais. Évidemment, mais c'est d'un peu plus de profiter de la vie maintenant et de peut-être de prendre un petit peu plus de temps pour moi. Et je te dirais que pendant 5 ans, le temps pour moi, c'était le travail. Voilà, c'était ça mon temps pour moi. Mais là, maintenant, j'aimerais bien qu'il soit un tout petit peu différent. C'est ce que je te souhaite, en tout cas, Delphine. Beaucoup plus de temps pour toi et de profiter à fond. En tout cas, merci beaucoup pour cette interview. Est-ce qu'il y a encore une chose que tu as envie de rajouter avant que je clôture cet épisode? Je voudrais te remercier parce que voilà, toi aussi tu es une entrepreneuse. Là, tu te lances dans une belle aventure et évidemment le podcast pour moi, ça c'est, je te dis que c'est le plus beau métier du monde et je te souhaite beaucoup d'équilibre. Parce que voilà, toi en tant qu'entrepreneuse, est-ce que tu trouves que c'est facile de séparer les deux ou pas? Moi, c'est pour ça que j'interviewe des entrepreneurs, c'est pour essayer d'avoir des pistes de réponse. Moi, je suis à la quête de j'essaye de chercher l'équilibre, Delphine, comme nous tous, et en posant des questions ici et là, petit à petit, j'ai des pistes en tout cas pour me rapprocher de l'équilibre. Je pense que c'est pas quelque chose qu'on peut atteindre, c'est quelque chose qu'on va passer notre vie à chercher en tout cas l'équilibre. Après, le fait d'en avoir conscience, ça aide de tomber d'éviter. C'est déjà et j'espère qu'on t'apporte tous des petites pistes alors, tu vois, de choses que nous avons faites à ne pas commettre. Voilà. Petites pépites même. En tout cas, merci beaucoup Delphine pour cet épisode et merci à vous. Et n'hésitez pas à suivre Même pas peur sur les réseaux sociaux, YouTube, Instagram, LinkedIn pour plein d'autres épisodes sur un petit peu pour réussir à appréhender les épreuves de la vie. Parce que malheureusement, on peut pas y échapper. À bientôt. Merci beaucoup Delphine. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Et voilà.